BFM Business, BFM Crypto, le club. Pauline Armandet nous accompagne aujourd'hui, la newsletter BFM Crypto, chaque lundi à 18h, donc dans un peu plus d'une heure. Bonjour Pauline, j'allais dire à tout à l'heure. Bonjour Pauline, ça va ? Ça va et vous ? En pleine écriture, on imagine, de cette newsletter BFM Crypto. On rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement pour la recevoir chaque lundi à 18h, même pendant les vacances de Noël. Et donc, rendez-vous tout à l'heure. Pierre Morisot aussi nous accompagne. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Bienvenue, cofondateur et directeur général de Waltio. On parlera des questions très pratiques que les investisseurs en crypto peuvent se poser peuvent se poser en cette fin d'année. Puis Vincent Bois aussi nous accompagne pour évoquer le potentiel des cryptos, le cours du Bitcoin et de l'Ether. Bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique pour IG. Quels signaux techniques envoie le Bitcoin, notamment depuis le passage des banquiers centraux qui ont fait chuter les marchés, les banquiers centraux, d'un point de vue crypto? Comment est-ce qu'il faut regarder l'impact des banques centrales et le potentiel pour le Bitcoin? Alors pour le moment, pas trop de changements finalement, ne serait-ce que cette confirmation justement du scénario baissier qui est plutôt privilégié, avec un retour sur ces 18 200, 18 400 dollars que l'on a vu, ce niveau qu'il fallait dépasser pour essayer d'aller chercher une perspective haussière. Eh bien, nous sommes allés tester ce niveau et un retour baissier qui a invalidé le maintien au-delà du niveau important des 17 600. 17 600 dollars sur le Bitcoin, c'était l'ancien plus bas annuel justement. Et depuis donc un échec sous les 18 200, un retour sous les 17 600. Donc pour le moment encore de la patience, mais ce que l'on a pu voir justement, notamment suite aux banques centrales et ces échecs, c'est donc que le scénario baissier reste toujours privilégié. On est donc dans cette perspective baissière. On peut revoir ce type de bull trap, cette espèce de rebond, mais qui nous amène à une baisse par la suite, et donc un test à nouveau des 17 600 avant un retour baissier. Pour le moment, il faut patienter, mais sous les 16 700 par la suite. On est actuellement sur ce niveau. C'est un niveau technique également que l'on surveille. Une cassure et un maintien sous ce niveau permettrait cette accélération. Les 15 500 en ligne de mire, nouveau plus bas annuel, mais l'objectif reste le même, toujours bien plus bas, ce qui permettrait un rebond par la suite, mais d'aller chercher bien sûr ces 12 500, 14 000 dollars. Du côté de l'Ether, quel potentiel? Même question pour la fin de l'année, puis en allongeant un peu la vue pour 2023. Alors effectivement, de la même manière, le scénario baissier est toujours privilégié. On est allé chercher nos 1340, 1330 dollars. C'était le niveau le plus haut que l'on a atteint depuis le 8 novembre. Cette baisse importante que l'on a eue sur toutes les crypto-monnaies suite à l'affaire STX, sur ETH, sur Ether, c'était le plus haut que l'on avait atteint. On a tenté une nouvelle fois, on est venu le tester justement la semaine dernière. Échec et retour sous les 1200 actuellement. Une cassure des 1170, 1190, on est actuellement sur ce niveau, pourrait nous amener justement à cette accélération baissière que l'on attend toujours pour aller chercher sous les 1000 dollars, les 700-800 dollars. Mais de la même façon, comme sur le Bitcoin, atteindre ce niveau que l'on est en train d'aller chercher depuis un certain temps maintenant permettrait de commencer cette accumulation, ou en tout cas de se placer sur ce type de crypto-monnaie, l'Ether, le Bitcoin, et de profiter d'un rebond par la suite, probablement pour 2023. Mais pour le moment, c'est encore un peu. Vincent Bois pour IG en direct avec nous, et on rappelle à ceux qui nous suivent que les seuils techniques dont vous nous parliez, Vincent, à l'instant, ne constituent pas des conseils d'investissement, et ceux qui souhaitent placer leur argent en crypto ne doivent y placer que l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Ils sont nombreux, on l'espère en tout cas, voilà, on les sait de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre, donc on les imagine aussi nombreux à s'intéresser aux cryptos, et donc ne placer que l'argent que vous êtes prêts à perdre dans cet univers spéculatif et volatile. On en parle beaucoup d'ailleurs, et d'autant plus depuis l'affaire FTX. Pauline, il va falloir qu'on continue de parler de l'affaire FTX, puisque l'ancien patron d'FTX, au cœur du scandale, Sam Bankman-Fried, pourrait revenir sur une décision majeure. Ce lundi, une annonce est attendue aux Bahamas. Tout à fait, une annonce donc de l'ancien patron de FTX devant le tribunal des Bahamas. Alors en fait, c'est selon les informations de Reuters qu'on a appris que SBF pourrait finalement accepter son extradition vers les États-Unis. Jusqu'à présent, en fait, il s'y était opposé.
On le rappelle, ça fait une semaine que SBF est emprisonné dans l'unique prison des Bahamas, Fox Hill, qui est connue pour ses conditions de vie qui sont déplorables et son taux d'incarcération qui est très fort. Et donc en fait, si finalement il décide d'être extradé aux États-Unis, ce qui va se passer en gros, c'est que dans les 48 heures après son arrivée sur le continent américain, il sera présenté devant un nouveau tribunal, cette fois-ci américain. Sur place, il pourra plaider sa cause et un juge se prononcera de nouveau sur sa libération sous caution. Mais on a un peu l'impression que le scénario est déjà écrit pour SBF, parce que déjà la semaine dernière, ses avocats avaient essuyé 2 refus de libération sous caution. Ils avaient plaidé notamment que leur client ne serait pas capable de tenir en prison avec le rythme de vie qu'il a, notamment le fait qu'ils doivent prendre plein d'antidépresseurs et qu'il suit aussi un régime végétarien. Bref, en tout cas, les demandes de libération n'avaient pas été acceptées. Donc on verra bien ce qui se passera aux États-Unis. S'il devait être emprisonné, ce serait a priori, toujours selon les informations de Reuters, au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Et s'il est accusé de fraude, parce qu'on le rappelle, il est notamment poursuivi pour 8 chefs d'accusation, dont évidemment fraude aux investisseurs. S'il est accusé de fraude, il pourrait risquer jusqu'à 115 ans de prison. Voilà, 115 ans de prison, rien de moins. Et donc Sam Bankman-Fried qui pourrait changer d'avis et accepter, on verra, mais d'après Reuters, peut-être accepter son extradition vers les États-Unis. L'annonce est attendue aujourd'hui même devant le tribunal des Bahamas. On reste dans l'affaire FTX. Selon la banque d'investissement Jefferies, les clients de FTX pourraient pouvoir récupérer jusqu'à 40% de leur argent, Pauline. Ouais. Tout à fait. Selon cette banque d'investissement, les clients pourraient récupérer entre 20 et 40% de leur argent, parce qu'on le rappelle, en fait, les dettes de FTX se situeraient à l'heure actuelle entre 10 et 13 milliards, tandis que son actif, lui, se situe entre 2 et 4 milliards de dollars. Donc ça fait une grosse différence et donc ça pourrait compliquer la procédure de remboursement. Alors du coup, on peut se demander pourquoi un taux de remboursement si faible, autour de 40%. Eh bien, il faut rappeler que FTX compte plus d'1 million de clients, que parmi les clients, il y a des petits et des gros clients. On l'avait appris ces dernières semaines, FTX compte notamment 50 gros créanciers qui seront remboursés en priorité et pour pas n'importe quelle somme, puisque FTX leur doit déjà plus de 3 milliards de dollars. Et par ailleurs, comme on le sait, FTX a engagé une procédure de faillite le 11 novembre dernier, et qui dit procédure dit aussi des frais qu'il faut pouvoir aussi payer aux administrateurs qui sont en charge de cette procédure. Selon d'ailleurs toujours la banque Jefferies, FTX pourrait payer d'ailleurs ses avocats et autres administrateurs entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Donc ça rajoute évidemment de la complexité à la procédure de remboursement. Et à l'heure actuelle, pour les clients, il n'y a pas beaucoup de choix possibles. Soit ils décident d'attendre plusieurs années pour espérer pouvoir se faire rembourser une partie, comme on le disait, soit ils décident de vendre leurs créances à des fonds d'investissement ou à des banques. Il y en a déjà certains qui sont intéressés et qui en ont racheté. C'est notamment le cas de Jefferies ou encore de 507 Capital, qui est un fonds d'investissement. Et on verra si les choses se passent comme pour MTGOX. Vous aviez interviewé il y a quelques jours l'ancien patron de MTGOX à propos justement du remboursement attendu des clients de MTGOX. C'est ça. Effectivement, MTGOX, on le rappelle, c'était une plateforme d'échange de crypto-monnaies, la plus grosse plateforme d'échange en 2014, qui avait fait faillite à ce moment-là parce qu'elle avait notamment été victime d'un piratage. Et ses clients ne devraient être remboursés que l'an prochain, donc en 2023, soit 10 ans après la faillite de MTGOX. On voit que c'est très long en termes de procédure de remboursement. Donc on verra ce qui se passera, notamment pour FTX. Et cette affaire FTX a bien sûr mis en avant aussi les difficultés à véritablement apporter des preuves de réserve, de proof of reserve, au point que le cabinet Mazars a choisi de fermer temporairement son activité crypto. C'est une question d'un certain Jacques. Comment devons-nous interpréter ce retrait de Mazars vis-à-vis de l'activité crypto, le refus par Mazars, au moins temporaire, d'auditer les exchanges, les plateformes d'exchange désormais? Pierre? Déjà, ce qu'on voit, c'est que les preuves de réserve permettent de connaître les actifs d'une société et donc de s'assurer
que les sociétés ont bien les actifs de leurs clients. Ce qui est un bon premier point. Mais c'est pas suffisant. Ce que disait Pauline intelligemment, c'est qu'on doit regarder les actifs d'une société, mais aussi ses dettes. Donc aujourd'hui, la preuve de réserve qui a été mise en place par les acteurs, c'est pas du tout une volonté du régulateur de mettre en place ce type de système, a été déployé, mais est pas assez suffisant. Et je suspecte que aujourd'hui, les grands cabinets d'audit manquent encore d'outils, de connaissances particulières pour suivre et être capable de suivre l'intégralité des mouvements des comptes de ces géants de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on a dessus qu'une vision partielle. Ils ne donnent à voir qu'une vision partielle de leur état financier. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que les cabinets d'audit, quels sont les éléments sur lesquels les cabinets d'audit n'ont aucun moyen de trouver une forme de visibilité à peu près acceptable? Alors, il y a deux types d'éléments. Il y a les éléments en termes de scope, donc s'assurer qu'il y a un coverage, qu'on couvre l'intégralité des pays, on couvre l'intégralité des activités de toutes les filiales de ces entreprises. Et deuxième point, pour revenir, c'est la notion de dette, qui n'est absolument pas mentionnée dans ce type de rapport. Et donc, avoir des actifs, une société qu'on a, c'est génial. Par contre, si on est incapable d'évaluer et de connaître quelles sont ses dettes à côté, ça a beaucoup moins de sens d'un point de vue comptable pour leurs clients, pour le régulateur, et donc de façon générale pour le marché. Et donc trop complexe, dit Mazars, qui temporairement choisit de ne plus accompagner les clients crypto pour l'instant. Voilà. Ouais, et je pense et j'espère que en fait, d'un côté, ce type d'acteurs va s'investir, vont développer davantage d'outils, et en même temps, ces géants de la crypto-monnaie qui, pour la grande majorité, sont hébergés dans des paradis fiscaux, qui donc ne sont pas habitués à cette culture de la conformité. Pauline, Binance a vu il y a quelques jours un certain nombre de retraits de ses clients. Alors, il n'y a pas que Binance qui subit quelques remous en ce moment. Il y a aussi une autre bourse d'échange de crypto, Gemini, elle aussi dans une passe compliquée en ce moment, Gemini. Ouais, effectivement, Gemini, d'ailleurs, c'est pas n'importe quel acteur, c'est aussi considéré comme un géant. Aux dernières nouvelles, c'est une plateforme qui serait valorisée autour de 7 milliards de dollars et qui gère plus de 30 milliards de dollars de crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas n'importe quel type de circulation qui se fait sur cette plateforme. Mais bon, en ce moment, effectivement, ça va pas bien chez Gemini, notamment parce que l'un de ses partenaires principaux, donc Genesis, qui est une plateforme de prêt crypto, elle se retrouve dans la tourmente. Elle serait même proche, a priori, de la faillite, parce qu'elle était elle-même exposée à FTX. Et donc, forcément, dans le contexte d'effondrement de FTX, Genesis va pas bien, et donc certains de ses clients, dont Gemini, se retrouvent dans la tourmente. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, en termes de répercussions pour Gemini, c'est que déjà, la semaine dernière, la plateforme, elle a carrément été en panne pendant 7 heures. 7 heures d'affilée, ce qui veut dire que typiquement ces clients n'ont pu réaliser aucune transaction, c'était assez compliqué. Oui. La plateforme disait voilà, on doit résoudre un problème de maintenance. Elle évoquait problème de maintenance programmée. Ouais. Une maintenance programmée, disait la plateforme. C'était un argument assez technique qui était évoqué, mais on se doute bien que c'est probablement lié au contexte actuel, lié à son partenaire Genesis. Et on a appris hier en fait que Gemini, qui a des fonds bloqués chez Genesis dans le cadre d'un programme en fait qui s'appelle Gemini Earn et qui est inaccessible depuis mi-novembre, que Gemini avait engagé des créanciers pour résoudre des problèmes de liquidité chez Genesis et fournir une voie pour le recouvrement des fonds. Alors c'est une annonce qui s'est faite en 4 phrases. On n'a pas plus d'informations à ce stade de la part de Gemini, mais on a l'impression qu'il y a quand même des difficultés qu'ils cherchent à résoudre et que ça risque d'être compliqué encore d'ici les prochains jours. Oui, vous suivez tout cela, vous traquez les dernières informations, bien évidemment. On va aussi suivre la décision de Sam Bankman-Fried, dont vous nous disiez qu'il pourrait finalement accepter son extradition vers les États-Unis. À suivre, bien sûr, Pauline, vous nous tenez informés, et puis votre newsletter, bien sûr, à laquelle chacun peut s'abonner gratuitement à partir de 18h tout à l'heure. On a aussi pas mal de questions, alors pour le coup, beaucoup plus pratiques pour ceux qui ont déjà investi en crypto et qui se posent peut-être des questions fiscales. Marc,
à qui il n'a pas échappé que nous étions en fin d'année, cet auditeur, il nous demande s'il est possible en fin d'année de déduire ces moins-values en crypto des plus-values. Pierre, c'est possible ou pas? Alors, c'est un peu plus technique que ça, mais est-ce que aujourd'hui, le régime fiscal en France pour les actifs numériques, donc les crypto-monnaies, ne permet pas de déduire ou de reporter une perte sur l'année, donc ni sur les années à venir, ni malheureusement sur d'autres classes d'actifs, type investissement en bourse ou autre. Par contre, les personnes qui ont réalisé des ventes de crypto-monnaies, c'est-à-dire contre des fiat, contre de l'euro ou du dollar, en début d'année, et qui ont encaissé des plus-values, comme les cours ont nettement baissé dans le temps, ces derniers mois, en fait, certaines personnes ont des intérêts à vendre ces crypto-monnaies maintenant pour faire en sorte d'éviter de payer de l'impôt en fin d'année, et donc annuler ce type d'impôt dû alors que les cours dans les derniers mois et la valeur du portefeuille a fortement chuté. D'accord, ok. Et le fisc ne risque pas de dire attention, vous faites ça à des fins fiscales. Alors, voilà. Si c'est fait réellement à des fins fiscales et que juste derrière il y a une volonté de racheter ces crypto-monnaies dans les secondes ou les minutes qui suivent, il y a clairement une volonté de le faire à des fins fiscales. Maintenant, je pense que faire un petit peu de planification fiscale ou de stratégie fiscale est tout à fait possible et c'est, je pense, malin et pertinent de le faire. Et nous d'ailleurs, chez Waltio, on a rendu cette fonctionnalité disponible à tous nos utilisateurs, de pouvoir juste estimer leur montant de plus-value et en même temps être capable de leur montrer s'ils vendent maintenant un certain montant, ils seraient capables ou non de réduire leur montant de plus-value. Oui, parce que c'est vrai que la fiscalité sur les cryptos est encore relativement difficile à lire et c'est l'un des chevaux de bataille de l'ADA en ce moment vis-à-vis du gouvernement et de la majorité, mais aussi du Parlement tout simplement. Arriver à faire en sorte de simplifier la fiscalité sur les cryptos, pour l'instant ça semble plutôt mal embranché d'après ce que l'on entend, Pierre. Alors la fiscalité de façon générale c'est souvent assez technique, assez complexe et en plus là on est sur une classe d'actifs, un type de produit qui est quand même très particulier. Et donc oui, en effet, il y a ces volontés. À l'heure actuelle, on n'a pas encore assez de nouvelles ou d'avancements sur des propositions fiscales qui seraient cohérentes. Je pense avec les revenus passifs de DeFi, je pense une clarification du régime fiscal des NFT, enfin un certain nombre de mesures dont on a besoin pour rassurer les investisseurs, mais aussi pour être sûr. Et puisqu'on parle de fiscalité, l'Italie, tiens, cette question de Jérôme, l'Italie souhaite créer un régime fiscal sur les cryptos. Qu'en est-il? C'est sa question. Et quelles leçons peut-on aussi ici en tirer, Pierre? C'est très intéressant. Il y a quelques mois, on avait vu le Portugal aussi, enfin le gouvernement portugais qui souhaitait mieux creuser et étudier et mettre en place un régime spécifique pour les crypto-monnaies. Je rappelle qu'en France, on avait fait ce travail en 2018 et il a été mis en place le 1er janvier 2019. Et donc, en effet, le gouvernement italien se penche sur le sujet et en fait, on aurait un régime avec un taux d'imposition sur les gains qui serait de 26%. En France, il est de 30%. Et une deuxième obligation qui serait une obligation de déclaration, une obligation d'information des comptes. Donc, évidemment, tout cela reste à préciser. C'est plutôt un régime fiscal crypto-friendly, en l'occurrence, s'il se confirme. Par rapport au fait qu'il n'y ait rien, le rien donne un flou qui permet d'éviter, entre guillemets, le tout. Donc, c'est un régime fiscal qui est, je trouve, pertinent, qui n'interdit pas les crypto-monnaies, et donc, mais qui va préciser ce à quoi les individus sont... donc comment ils doivent calculer, déclarer. Oui, à voir donc si ce taux d'imposition de 26% sur les cryptos est confirmé, si ce sera exactement ce taux-là, tout n'est pas encore complètement voté, on est d'accord. Tout à fait. Voilà, ça reste devant nous, mais merci de nous avoir alertés en effet. En France, le taux d'imposition, il est de 30%. Exactement. En l'occurrence, c'est le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci à tous les deux. Pierre Morisot, cofondateur et directeur général de Waltio. C'est intéressant de parler de la fiscalité en cette fin d'année, justement, cette saison. Merci Pierre, bon retour. Et merci Pauline, la newsletter BFM Crypto, donc dans maintenant 1h04, 18h tout à l'heure. Merci Pauline pour nous accompagner chaque lundi sur l'antenne de BFM Business.